Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, il est là, enfin, le premier épisode de la première saison de Watchmen. Alors j'avais fait une vidéo la semaine dernière dans laquelle je vous disais que j'avais vu les 3 premiers épisodes. Je vous renvoie donc à cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Si vous voulez prendre un petit peu la température de ce qu'est cette série, si j'ai aimé ou pas, bon globalement, je vais vous spoiler tout de suite, j'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai fait le choix de ne pas en voir plus que 3, bon à cause des sous-titres, parce que je voulais pas manquer toutes les subtilités en fait, et croyez-moi, il y en a beaucoup dans cette série. Donc j'ai décidé de m'arrêter à 3 épisodes, c'est largement suffisant, et maintenant je vais critiquer donc sur la chaîne épisode par épisode. Et oui, parce qu'on est chez HBO, c'est un épisode par semaine. Donc, je ferai la review épisode par épisode. Dans cette vidéo, je vais évidemment spoiler, pas tout de suite, mais assez rapidement. Voilà, donc je vous le redis, si vous voulez voir à peu près ce que j'ai pensé globalement de ce début de série, de ces 3 premiers épisodes, allez voir la vidéo de la semaine dernière. Alors comme j'ai dit la semaine dernière, cette série Watchmen, c'est comme une réécriture, on va dire, de Watchmen, mais il faut prendre en compte que ça se passe dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on prend les événements qu'on a vécus en 86, qu'on a vus en 86, on les prend 30 ans après, ça se passe dans le même univers. Par contre, et c'est là toute l'intelligence des showrunners, de Damon Lindelof, c'est que on n'a pas justement fait la suite des aventures, je sais pas moi, de Ozymandias ou de Dr Manhattan ou de je ne sais quoi. Non, justement, on a évité ce piège-là. On a pris des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, mais on le situe 30 ans après. Donc ce qui fait qu'on va avoir en fait une série Watchmen avec quelque part l'héritage de ce que nous ont laissé les personnages dans le graphic novel d'origine ou de ce qu'on a vu dans le film. Donc j'ai envie de dire aussi que on n'est pas obligé de voir Watchmen ou de le lire, bien que, très franchement, si vous pouvez prendre 2h45 de votre temps, regardez quand même le chef-d'œuvre de Zack Snyder, parce que vraiment, enfin moi en tout cas, c'est vraiment un de mes films préférés. Honnêtement, ça vaut le coup de le voir, ça vaut le coup de prendre tout ce temps-là. Je vous dis pas forcément de lire le comics, parce que là, ça prendrait énormément de temps, bien que, si vraiment vous voulez le truc ultime, il faut lire quand même le comics, tellement c'est riche, tellement c'est dingue, tellement c'est chef-d'œuvresque là pour le coup. Mais il est clair qu'on n'est pas non plus obligé. Ce sera mieux, parce qu'il va y avoir certaines remises en contexte qui seront plus appréciables si vous connaissez le roman d'origine, mais j'ai envie de te dire que c'est pas non plus une obligation. Voilà, donc c'est ça aussi la liberté qu'offre cette série Watchmen, c'est-à-dire que voilà, on peut aborder l'univers et qui est complexe, qui est riche, qui est très nuancé, sans forcément avoir tout lu ou tout connaître. Mais c'est quand même un peu plus intéressant de le connaître. Alors tout ce que je peux dire pour l'instant sans spoiler, c'est que la forme, le fond, tout y est, et ça je l'avais dit la semaine dernière. J'avais pas parlé par contre de la musique la semaine dernière, j'avais complètement oublié. Donc la musique est de Trent Reznor et Atticus Ross, donc ceux qui avaient signé entre autres la BO de Social Network, et croyez-moi que la musique fait vraiment le taf, mais à tous les niveaux, que ce soit dans les scènes d'ambiance, que ce soit dans des scènes d'action, et il y en a pas mal, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, vraiment cette musique fait le taf, elle est totalement appropriée, elle est absolument géniale, elle habille vraiment bien l'épisode, et en tout cas les 2 autres épisodes aussi que j'ai vus, donc très franchement mention spéciale donc à ces 2 compositeurs. Toujours sur la forme, petit truc marrant, c'est que tu as le titre de chaque épisode qui s'inscrivent en grosses lettres jaunes en arrière-plan, pendant qu'il y a une action dans le plan, donc c'est plutôt, ça fait un petit effet esthétique assez sympa. Bon, mais ça c'est vraiment petit détail. Après malheureusement je ne peux pas parler plus de l'épisode que ça sans spoiler, je vais devoir rentrer très vite dans les spoilers, je suis vraiment désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais très franchement foncez dessus, il est diffusé sur OCS, donc franchement si vous avez OCS, vraiment foncez. Tout ce que je peux vous dire avant de spoiler, c'est que si vous aimez Watchmen, si vous aimez l'esprit Alan Moore, si vous aimez tout ça, vous n'allez pas être déçus, croyez-moi, par cette série, parce qu'elle ose des choses. Et puis s'attaquer à Watchmen, c'est pour moi s'attaquer à une montagne, c'est s'attaquer à un monument. C'est clairement, enfin, je veux dire, moi je suis showrunner demain, j'oserais même pas m'attaquer à ça, quoi. Damon Lindelof l'a fait, peut-être aussi avec son expérience, bon, de Lost, mais surtout, je pense, de Leftovers, où HBO lui a donné
voilà, une grosse liberté. Là, on va retrouver un peu, d'ailleurs, des fois, cette ambiance un peu à Leftovers, mais peut-être en moins barré, en beaucoup moins mystique, et en beaucoup plus terre-à-terre, quoi, très clairement. Mais je pense que Damon Lindelof a voulu s'attaquer à ça, de par son expérience, justement, sur un Leftovers, et très franchement, il réussit là où, à mon avis, plein d'autres se seraient cassé la figure. Mention spéciale à Damon Lindelof, qui, pour moi, là, pour l'instant, fait un sans faute, en tout cas sur les 3 épisodes que j'ai vus. J'ai eu aussi des retours sur l'épisode 4, 5 et 6, et apparemment c'est du très haut niveau, avec un level de mise en scène qui est ici. Voilà, donc foncez sur Watchmen. Maintenant, on va commencer à spoiler. Alors l'action de la série se passe dans la ville de Tulsa. Alors ça commence d'ailleurs en 1921, où il y a un massacre de plus d'une centaine de Noirs par des mecs du Ku Klux Klan. Et alors, c'est une scène déjà qui te plonge tout de suite dans l'ambiance dès le début de l'épisode. Déjà, la violence des images, c'est quelque chose qui a réellement existé. Et puis, surtout, cette colorimétrie que la réalisatrice va apposer en fait sur ces images, on dirait vraiment qu'on regarde des photos de cette époque-là. Il y a une espèce de colorimétrie en marron, enfin pas totalement noir et blanc, mais presque marron, jaune. Et pendant toute la séquence, il y a cette colorimétrie-là sur le plan. Et c'est vraiment absolument génial parce que ça plonge directement dans l'ambiance. Donc ça, c'est le passé. Et puis, il faut parler du présent dans Watchmen qui est hyper important. Parce que ça se passe en 2019. Et oui, ça se passe pas dans le futur, en 2040 et tout ça. Mais on a l'impression que des fois, ça se passe un peu dans un espèce de futur proche qui serait pas vraiment 2019. Mais en fait, on reste en 2019. C'est une uchronie et il faut prendre en considération le contexte de Watchmen. C'est-à-dire que dans Watchmen, Nixon s'est fait réélire je ne sais combien de fois parce qu'il a pu faire une loi qui autorise le cumul des mandats. Donc il s'est fait réélire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Parce qu'il avait aussi gagné la guerre du Vietnam et tout ça. Pour ceux qui ont lu Watchmen, vous savez de quoi je parle. Et puis là, on est passé évidemment à un autre président. Le président actuel est Robert Redford. Et oui, et ce depuis 92. Donc ça fait 30 ans que l'Amérique a Robert Redford comme président, oui, parce que lui aussi s'autorise le cumul des mandats. On est dans ce contexte où nos Watchmen ont existé. On parlera d'eux d'ailleurs à travers des shows télévisés hyper popularisés. On va parler justement des actes super-héroïques, et je mets des grosses guillemets parce qu'on sait très bien que dans Watchmen, c'est pas vraiment des actes super-héroïques. Et une des conséquences par rapport à la présidence de Robert Redford, c'est qu'il y a une réflexion sur le port d'armes. C'est-à-dire que on va avoir les flics, donc qui sont masqués, on va en parler un petit peu après. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de prendre leurs armes quand ils veulent. Ils ont, par exemple, leurs armes qui sont verrouillées dans leur voiture, partout, et il faut qu'ils obtiennent un code pour pouvoir déverrouiller s'ils sont en danger de mort, etc., etc. Et en gros, on sent bien l'empreinte peut-être là des démocrates par rapport au port d'armes. Mais on voit bien aussi que tout ça ne sert pas à grand-chose, et c'est là où justement va se situer un petit peu la force du discours de Watchmen, c'est qu'on n'est pas en train de nous asséner que Nixon, bon ok, c'était le grand méchant, et Robert Redford, ça y est, c'est le mec qui a des solutions à tout. Justement, non, on est dans une Amérique, on est dans une société aussi qui, malgré tous les dirigeants qu'on peut avoir, ne trouve pas de solution à une société totalement malade, à une société qui part dans les extrêmes. Et t'as beau avoir Nixon, Robert Redford ou même, je sais pas moi, peut-être même Gandhi, ça ne résoudra jamais ces problèmes de population qui partent dans les extrêmes en permanence. Alors au niveau des personnages dans Watchmen, vont s'affronter, on va dire, allez, pour schématiser un peu, 2 entités. Il va y avoir les flics contre les membres de la 7e cavalerie. 7e cavalerie avec un K, qui portent des masques de Rorschach. Alors ça, cette notion, elle est très intéressante parce que d'une part, les flics sont masqués. Et pourquoi ils sont masqués? Parce qu'ils ne doivent pas révéler leur identité à cause de cette fameuse nuit blanche qui s'est passée dans la série. On en parle, on ne le montre pas, où les flics se sont fait décimer justement par les suprématistes blancs avec ce masque de Rorschach. Et en gros, ils ne peuvent ni montrer leur visage, ni révéler leur identité, même mentir sur ce qu'ils font. Quand tu as un flic qui part en service, il est obligé de dire que, je sais pas moi, il va à son école d'ingénierie et qu'il n'est pas du tout flic. Donc les flics vivent dans une paranoïa totale, vivent dans la peur maximale de faire face à ces terroristes suprématistes blancs qui vont en permanence affronter les flics, etc. Donc les flics d'un côté et la 7e cavalerie de l'autre, qui portent, eux, apparemment, l'héritage, on va dire ça comme ça, l'héritage d'un Rorschach. Et c'est là où cette notion, elle est intéressante, et on peut se poser la question de pourquoi ce sont des espèces de gens qui se revendiquent du Ku Klux Klan, qui portent, en fait, l'héritage, quelque part, de Rorschach. Et même si on peut voir que dans le comics, pour ceux qui connaissent le comics, Rorschach, oui, il s'apparentait plus à un réac de droite,
plus que par exemple un personnage comme le hibou et tout ça, bah, c'est intéressant de voir quand même que peut-être Rorschach ne serait pas allé, lui, dans ce délire de 7e cavalerie. Mais on voit bien là, et c'est peut-être ce que Damon Lindelof essaye de nous dire, que ce soit politique et souvent religieux, bah, on prend des choses et puis on va les mettre à des extrêmes. On va prendre une base, par exemple, d'une idéologie, et puis on va la basculer vers une extrême, vers la violence, etc., etc. Et c'est ce qui est intéressant dans ce que nous dit Lindelof, c'est ça. Mais on voit bien que maintenant, dans nos sociétés, et pas que l'Amérique, parce qu'on va se dire que Watchmen, oui, c'est un reflet de l'Amérique, mais c'est aussi un reflet de nos sociétés, on voit bien que maintenant, toute idéologie politique, et voire même religieuse, est totalement transformée à des fins extrémistes. Et c'est ça qui est important. Alors de tout ce marasme va sortir évidemment le personnage principal, interprété par Regina King, superbement interprété par Regina King. Et elle est flic, et en même temps justicière masquée, avec des méthodes quand même assez extrêmes elle aussi. C'est pour ça que c'est important, cette notion d'extrémisme dans la série. On en parle très bien. Je pense que Damon Lindelof a totalement saisi les maux de notre société, c'est-à-dire l'extrémisme, mais de partout. Pas une question d'extrémisme que de droite, et même au sein des flics, et même quand on est masqué, et même quand on est un peu justicier, eh ben on est extrême. Quand elle prend un de ses suspects et qu'elle essaye de l'interroger pour voir où se cache la planque de la 7e cavalerie, on voit pas la scène quoi, mais on sent qu'elle le torture à mort et tout ça, tu vois le sang couler et compagnie. Donc on voit bien que tout le monde part dans les extrêmes pour régler ses comptes et dans sa petite bulle d'extrémisme. Donc c'est super important, toujours encore cette notion, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on sent vraiment ce poids dans la série. Et on voit bien que les personnages principaux, même avec une morale, bah, n'échappent pas à cet extrémisme ambiant et forcément dangereux. Même le chef de la police, superbement interprété par Don Johnson, va vouloir utiliser l'article 4 qui permet non plus de déverrouiller les armes quand on peut avoir un code, mais de déverrouiller les armes tout le temps. Voilà, face à la menace extrémiste de la 7e cavalerie. Il va être un petit peu contesté justement au sein de la police, mais il va essayer d'utiliser justement ce fameux article 4 qui va lui permettre d'utiliser les armes tout le temps. Alors ce qui est super intéressant dans cette série, c'est qu'on utilise les masques, puisqu'on est dans un univers DC Comics, super-héroïque, etc., etc. Donc on doit utiliser les masques. Mais ce qui est absolument génial, c'est que l'utilisation de ces masques est totalement justifiée, comme c'était bien justifié aussi dans le comic book d'Alan Moore. Là, on va utiliser cette notion de devoir se cacher, mais pas pour sa propre sécurité, pas pour faire les justiciers et pas pour être juste masqué parce qu'on a envie d'être masqué. C'est pour sa propre sécurité parce qu'on vit dans une société qui n'est plus sécurité en fait, qui n'est plus du tout où tout le monde a peur, où tout le monde se réfugie derrière son truc, etc. Donc c'est super important de se masquer. Donc c'est là où je trouve très intelligent en fait le propos de Lindelof là-dessus, c'est-à-dire que les masques sont utilisés par rapport à une thématique de la société et non pas juste comme ça gratuitement. C'est ça que je trouve vraiment très très fort et tout le monde est masqué quoi. Tout le monde se planque. Donc peut-on dire qu'on est encore dans un univers super-héroïque? Pas vraiment, on l'était déjà pas évidemment dans le comic book d'Alan Moore, ça c'est très très clair, mais là on l'est peut-être même encore moins. Bon, il y a des scènes vraiment énormes, je pense par exemple à la scène du ranch qui est totalement explosive, où tu as Regina King, Don Johnson, enfin toute l'équipe de flics qui veulent infiltrer le ranch de la 7e cavalerie, ça part en fusillade de partout, etc. Du sang qui gicle, enfin bon bref, une scène super efficace d'un point de vue de mise en scène. On verra aussi dans cette séquence Don Johnson et une acolyte qui pilote le vaisseau du hibou, pour ceux qui connaissent Watchmen. Alors, il n'y a pas de référence vraiment explicite par rapport à ça, on nous raconte pas le background du vaisseau du hibou, mais en tout cas, il pilote le vaisseau appartenant au hibou dans Watchmen. Donc voilà, petit truc intéressant. Donc c'est là où, attention, on va jouer un petit peu Watchmen, la frontière en fait entre ce qu'on connaît et la nouveauté. C'est-à-dire qu'on va faire énormément référence à des choses que les lecteurs de Watchmen connaissent et ceux qui ont vu le film connaissent, mais on va pas forcément insister là-dessus en permanence. On attend de voir la suite, bien entendu. Il y aura beaucoup de références dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, mais pour l'instant, les références à Watchmen sont un petit peu distillées, un petit peu par-ci par-là. C'est comme la pluie de calamars qui tombe à un moment donné. Est-ce que ce sont des résidus en fait du monstre qu'on avait dans le Watchmen, le comic book, hein, je parle bien puisque le film de Snyder raconte une fin différente par rapport à ça, mais dans le comic book où c'était un espèce de gros monstre géant, prétexte à faire la paix en fait entre les Russes et les États-Unis. Donc est-ce que ce sont des résidus qui pleuvent? Est-ce qu'on est dans un délire un peu la leftovers
comme nous avait habitué Damon Lindelof avec des trucs un peu chelous, un peu inexpliqués. Bon, on va pencher pour la première solution puisqu'on est dans la continuité du monde de Watchmen, mais en tout cas tout ça est extrêmement intéressant. Pareil pour la scène de la mort de Don Johnson à la fin, là clairement inattendu parce que on commence un peu à s'attacher à ce personnage, on le suit, il y a toute une scène où il est en dîner avec sa femme et tout ça et avec ses collègues. Vraiment on s'attache à ce personnage et boum, il meurt à la fin. Ouais, on est chez HBO en même temps, ça m'étonne pas. Toujours des trucs super imprévus. Et puis on va avoir ce personnage de Louis Gossett Jr. un peu énigmatique, mais on en saura plus dans l'épisode 2. Pour l'instant, je ne peux pas vous le spoiler. Pareil pour le personnage de Veidt, Ozymandias, interprété par Jeremy Irons. Tout ce qu'on sait pour l'instant dans cet épisode 1, c'est qu'il vit un peu reclus dans un immense château. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, on n'exploite pas beaucoup son personnage, on plante juste le truc, voilà. Il est là, dans son château. Vous en saurez plus, bien sûr, par rapport au deuxième épisode la semaine prochaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le premier épisode de Watchmen. Très franchement, si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus, vraiment. Vous allez vous prendre une grosse claque. Si vous aimez Watchmen, même si vous n'avez pas lu Watchmen, franchement, regardez ce premier épisode. Extrêmement, mais extrêmement prometteur. Des séries comme ça, d'une qualité comme ça, on n'en voit pas beaucoup et encore moins au cinéma. Sur ce premier épisode qui pose les bases, mais qui les pose bien. Donc c'est diffusé sur OCS tous les lundis en VOST. Franchement, ne boudez pas votre plaisir, Watchmen. Et évidemment, la semaine prochaine, review de l'épisode 2, toujours aussi avec spoiler. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez vu l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez spoiler, mettez dans les commentaires surtout que vous spoilez. Pensez à ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez également 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!